Bonjour. Le Brésil s'apprête à accueillir l'été prochain le grand raout que constituent les Jeux Olympiques. Organiser cet événement est un moyen pour le premier pays d'Amérique du Sud de montrer sa jeune puissance. Mais le Brésil est aujourd'hui gouverné par une présidente qui n'a que 8% d'opinion favorable alors que sévit une crise politique et économique. Alors est-il toujours raisonnable de parler d'une Brésil comme d'une démocratie émergente? Voici le Brésil et voici son drapeau. Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique du Sud. C'est le pays le plus vaste, il s'étend sur 8 515 000 km², soit près de 50% de la superficie du continent. C'est aussi le pays le plus peuplé, 55% de la population d'Amérique du Sud étant brésilienne, soit 205 millions de personnes. D'ailleurs, la mégalopole de Sao Paulo est la cinquième plus grande agglomération du monde. Le Brésil est aussi le pays le plus riche en termes de PIB. Le Brésil est en effet la neuvième économie du monde, avec un PIB de 2 350 milliards de dollars en 2014. Mais ce n'est pas le pays le plus développé, puisqu'en termes de PIB par habitant, des pays comme le Chili ou l'Uruguay font mieux que lui. Politiquement, la démocratie brésilienne s'est appuyée sur le modèle des États-Unis pour fonder ses institutions. Sa capitale politique est Brasilia, dans l'intérieur des terres, et non, comme on le croit souvent, Rio de Janeiro ou Sao Paulo, capitales économiques du pays. Le Brésil est donc un pays clé en Amérique latine. C'est un moteur économique du continent, notamment via le Mercosur, alliance économique regroupant depuis 1985 l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, le Venezuela et le Brésil. En ce qui concerne sa géographie, le Brésil a un climat tropical et équatorial. 2 tiers de la forêt amazonienne se trouvent sur son sol. La forêt amazonienne est la plus grande forêt vierge du monde et s'étend sur 5,5 millions de kilomètres carrés, soit 10 fois la superficie de la France. Le recul de cette forêt est au centre des préoccupations environnementales. Chaque année, on estime que la partie de la forêt qui se trouve au Brésil perd 125 000 kilomètres carrés, dans le but de transformer la jungle en champs et en pâturage. Comme les États-Unis, le Brésil est une ancienne colonie qui ne s'est constituée que progressivement. Les Européens accostent sur son sol pour la première fois en 1500 en la personne du navigateur portugais Pedro Álvares Cabral. Le Brésil devient alors une possession portugaise soumise à l'exploitation économique à partir des années 1530. Le Brésil est une colonie prospère, à l'économie d'abord basée sur la canne à sucre, du fait de son climat, puis sur l'or à partir de sa découverte, vers 1690. Cette économie coloniale oriente le développement du pays, d'abord vers le nord-est, puis le sud, région actuelle de Rio de Janeiro et de Sao Paulo. Pour nourrir son développement, les Portugais font appel à une main-d'œuvre noire, esclave, évangélisée par les jésuites. Le Brésil attire aussi des colons européens qui accaparent les terres agricoles et explorent l'intérieur du continent. Indépendant dans les années 1820, le Brésil ne devient une vraie démocratie qu'au tournant des années 1980, après avoir connu l'Estado Novo, projet de rénovation inspiré du fascisme italien, et 20 ans de dictature militaire, tout comme d'autres pays de l'Amérique latine. De cette histoire résulte une population hétéroclite, composée de blancs, 47% de la population en 2010, de métis, 43%, et de noirs, 7%. Les Amérindiens, décimés par la conquête et les colonisations, représentent aujourd'hui un groupe minime, soit 0,4% de la population. La société brésilienne recèle aujourd'hui de forts contrastes sociaux. C'est un des pays les plus inégalitaires de la planète, avec un coefficient Gini de 0,519. Considérant l'ensemble de ces données, on parle aujourd'hui du Brésil comme d'un pays émergent, doté d'une démocratie à peu près stable. Le Brésil fait partie d'ailleurs du groupe informel des BRIC, le groupe des pays émergents, composé, en plus du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Pourtant, le pays est en proie depuis plus de 2 ans à une crise économique, sociale et politique. Le modèle brésilien, tant du point de vue du développement que de la démocratie, est l'objet de doutes. Nous allons voir qu'au-delà d'une conjoncture mondiale néfaste, cette crise relève de problèmes structurels dans la société brésilienne. Comme nous avons pu le voir, le Brésil a dès le XVIe siècle suscité la convoitise pour ses richesses agricoles et en matières premières. C'est une situation qu'on le retrouve aujourd'hui, puisque le Brésil est un géant agricole, avec un secteur primaire très important. Du fait de sa superficie, sa surface agricole utile est 2 fois supérieure à celle de l'Europe, avec 60 millions d'hectares pour les cultures et 320 millions d'hectares pour l'élevage.
Le Brésil possède également d'immenses réserves foncières. La productivité agricole est favorisée par un climat humide qui permet dans certaines régions 2 récoltes par an. Résultat, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire empochent 37% de la population active, représentent 30% du produit intérieur brut et 40% des exportations basées sur le café, le soja, le sucre, la viande bovine, entre autres. Aujourd'hui, le premier client du Brésil est l'Union européenne, mais on assiste à un développement des exportations à destination des pays émergents. Il ne faut néanmoins pas oublier l'importance du marché intérieur, car le Brésil a 200 millions de personnes à nourrir. Le Brésil est aussi un important producteur de minerais de fer et de pétrole, à raison de 2 millions de barils par jour, et de bioéthanol. Le Brésil est donc une économie agricole tournée vers le marché mondial des matières premières, une ouverture qui n'y est pas sans poser problème. Elle lui a pourtant permis une croissance de 7% au cours des années 2000 et au début des années 2010, faisant du Brésil une économie émergente. Pourtant, on ne peut s'arrêter là dans le tableau. En effet, le Brésil pâtit d'une conjoncture mondiale défavorable. Depuis 2013, son économie est mise à mal, si bien qu'en 2015, son taux de croissance devrait être de moins 3% selon la Banque mondiale. De même, le PIB devrait avoir perdu 8% de sa valeur fin 2016 par rapport à début 2014. Cette récession participe d'un contexte de ralentissement des pays dits émergents depuis 5 ans. En effet, la Chine a subi une déroute financière spectaculaire sur les marchés à l'été 2015. De même, la Russie est en dépression, tandis que la croissance mondiale sera plus faible qu'attendue cette année. Or, le Brésil a misé sur les émergents comme débouché pour ses matières premières. Ainsi, cette crise qui frappe le Brésil est plus généralement celle des pays exportateurs de matières premières. On voit ainsi que la Russie, l'Arabie Saoudite ou encore le Venezuela sont l'objet de difficultés économiques. Celle-ci s'explique par la baisse de la demande en matières premières qui entraîne une chute des cours. On estime que l'indice de la valeur des exportations brésiliennes a baissé de 41% depuis leur pic en 2011. Ces difficultés économiques devraient s'accroître cette année avec la hausse des taux de la Fed, la Banque centrale américaine, en décembre 2015, alors que les entreprises brésiliennes sont beaucoup endettées en dollars. Certes, le Brésil pâtit d'une conjoncture mondiale défavorable, mais il ne faut pas négliger l'importance des mots propres à l'économie brésilienne. À une politique économique trop basée sur les matières premières s'ajoute la faible productivité industrielle. Le développement économique du Brésil est en effet entravé par un manque d'infrastructures sur un territoire immense. D'autre part, la lourdeur politique met en péril la résilience du système budgétaire et financier. La Constitution fédérale de 1988, qui correspond à la fin de la dictature militaire, met en place des mesures qui réduisent la marge de manœuvre. Par exemple, l'âge de départ à la retraite ou le temps de travail sont constitutionnellement garantis. De ce fait, 90% des dépenses de l'État sont aujourd'hui encadrées par la législation. Résultat, les dépenses de l'État ont explosé alors que la récession tire à la baisse les revenus. Le Brésil est depuis 2013 en déficit budgétaire, son endettement s'accroît fortement et il subit aussi de fortes poussées inflationnistes. Pourtant, le Brésil s'est lancé dans des projets faramineux qui visaient à le consacrer comme pays développé. Il a organisé la Coupe du Monde à l'été 2014 et il accueillera cet été les Jeux Olympiques. Mais ce volontarisme fait figure de lustre, ne couvrant que difficilement les faiblesses d'un pays peinant à sortir du sous-développement. On mesure déjà que les problèmes économiques et financiers sont exacerbés par les difficultés de la démocratie made in Brésil, des difficultés qu'ils renforcent à leur tour. Le Brésil est une démocratie dans la tourmente. Il est dirigé par la présidente Dilma Rousseff, qui est la dauphine du très populaire Luiz Inácio Lula da Silva, le président socialiste qui a gouverné le Brésil de 2003 à 2011. Le président Lula est connu pour avoir mis en œuvre le programme Fin Zéro et le programme des bourses familles, en portugais Bolsa Familia. Celui-ci incarne donc une période de prospérité après la crise et l'hyperinflation qui ont sévi dans les années 1985 et 1995. Dilma Rousseff et Lula da Silva viennent du même parti, le Parti des travailleurs. Dilma Rousseff a commencé son second mandat en 2015 après une victoire très juste aux élections. Mais depuis sa réélection, les choses se dégradent. Aujourd'hui, 92% des Brésiliens lui sont défavorables, une situation difficilement tenable en démocratie. La contestation populaire est liée aux multiples scandales qui entachent la présidence de Dilma Rousseff. C'est d'abord l'affaire Petrobras, une affaire de corruption d'hommes politiques en lien avec la compagnie pétrolière nationale. Celle-ci met en cause 31 députés, essentiellement du Parti des travailleurs, qui font l'objet d'une enquête. De même, le tribunal électoral enquête pour annuler la réélection de Dilma Rousseff
pour des financements douteux de sa campagne électorale. Enfin, la présidente pourrait faire l'objet d'une procédure de destitution en février 2016. Si Dilma Rousseff n'a pas su faire face aux difficultés et a donné dans les magouilles, les scandales qui entachent sa présidence sont partie de problèmes structurels de la démocratie brésilienne. Historiquement, la République mise en œuvre en 1891 n'a longtemps été qu'une façade à un système oligarchique et corrompu, s'appuyant sur les grands propriétaires fonciers, les coronéis. Après la fin de la dictature militaire, en 1985, il n'y a pas eu de vraie purge de l'administration. Aujourd'hui, nombre de sièges au Parlement se lèguent comme des héritages au sein de l'élite économique, d'où un sentiment de dépossession. La corruption qui règne aujourd'hui au Brésil s'explique largement par ce qu'on appelle le présidentialisme de transaction. Le Parlement est aujourd'hui éclaté puisque 28 partis y sont recensés, les 3 premières formations ne regroupant que 35% des sièges à la Chambre basse. Il est donc impossible pour le président de gouverner sans petit parti. Résultat, il est d'usage que le président négocie l'appui des partis en échange de postes dans l'appareil d'État, ce qui favorise la corruption. Au total, les affaires politico-financières sont loin d'être nouvelles. Ainsi, le premier président démocratiquement élu après la dictature, Fernando Collor, est destitué en 1992. Et même la présidence de Lula da Silva a été entachée par des affaires de Mensalão, des pots de vin versés par l'exécutif aux parlementaires pour obtenir leur soutien. En conséquence, le pouvoir politique est aujourd'hui discrédité. Les mouvements sociaux, en juillet 2013 puis en 2015, ont regroupé jusqu'à 1 million de personnes en un jour dans les rues. Les Brésiliens ne croient plus en ceux qui les représentent. Un sondage estime que seuls 29% des citoyens se reconnaissent dans un parti politique. Dans ce pays aux inégalités endémiques, il ne fait aucun doute que ce sont les plus pauvres qui trinquent et qui trinqueront. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Hasta mañana, Rebeca, no te retardes, mi vida. Hasta mañana, Rebeca, espero que tú no vas a olvidar. Hasta mañana, Rebeca, te quiero tanto, mi vida. Hasta mañana, Rebeca. Toda la noche me voy a cantar. La, 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 hasta mañana, Rebeca, no te retardes, mi vida. Hasta mañana, Rebeca. Espero que tú no vas a olvidar. Cette crise sociale est due aux inégalités de la société. Le coefficient Gini brésilien est de 0,519, 0 représentant une situation d'égalité parfaite et 1 une situation où toutes les richesses sont concentrées entre les mains d'une seule et même personne. Le niveau de ce coefficient est illustré par la ville de Rio de Janeiro, où coexistent les favelas, et le quartier huppé de Copacabana. 14% de la population souffre aujourd'hui de malnutrition, malgré les programmes sociaux lancés par le président Lula da Silva dans les années 2000. Ces inégalités sont surtout liées aux problématiques agricoles, puisque 3,5% des agriculteurs possèdent 56% de la surface, généralement des terres les plus productives, en vertu d'une répartition mise en place lors de la colonisation, où de gigantesques domaines ont été attribués à la noblesse et aux colons. 5 millions de paysans sans terre alimentent aujourd'hui le mouvement des sans-terre. La mécanisation très poussée limite aujourd'hui la création d'emplois peu qualifiés dans l'agriculture. Ainsi, comme la plupart des pays d'Amérique du Sud, le Brésil n'a toujours pas résolu le problème de la répartition des terres agricoles. À ces inégalités globales s'additionnent des inégalités socio-spatiales. On peut en effet distinguer 3 Brésils selon son poids dans l'économie. D'abord un Brésil peuplé et développé qui est le centre décisionnel autour des villes de Rio de Janeiro et de Sao Paulo. Ensuite, un Brésil peuplé et sous-développé, comme le Nord-Est, et enfin un Brésil vide, comme l'Amazonie, qui est un front pionnier émaillé de zones de non-droit. Ce sont des efforts du gouvernement pour rééquilibrer le territoire que relève la création de Brasilia, la capitale fédérale, en 1960 à l'intérieur des terres. Mais les résultats de cette politique sont demeurés limités. Enfin, la colère de la population est nourrie par un environnement qui est de plus en plus dégradé.
Le problème de la dégradation de l'environnement se fait jour du fait de l'exploitation minière et de l'agriculture. L'agriculture intensive d'abord génère un appauvrissement des sols. Ensuite, le mois de novembre 2015 a vu une catastrophe écologique liée à la rupture de 2 barrages miniers, laquelle a entraîné le déversement de plus de 50 millions de mètres cubes de boue toxique dans le Rio Doce, l'un des principaux fleuves du sud-est du pays. Plus qu'une simple catastrophe, cet événement révèle le mépris structurel dont font preuve les compagnies minières vis-à-vis de l'environnement. Depuis 2014, la mégalopole de São Paulo est frappée par la pire sécheresse depuis 80 ans, alors que le Brésil possède 12% des réserves d'eau douce de la planète. Cette crise hydrique frappe tout le sud-est du pays, car la déforestation réduit l'humidité dans l'atmosphère et perturbe les précipitations. La crise que subit actuellement le Brésil ne devrait donc pas être passagère. Plus que d'un contexte défavorable, elle relève de problèmes structurels touchant la société brésilienne: inégalité, corruption et bien sûr dépendance aux matières premières. Alors sans aller jusqu'à prophétiser une nouvelle décennie perdue, il est évident que le Brésil a un besoin urgent de refonder son système de production et de répartition. Reste à savoir si la classe politique brésilienne sera à la hauteur de ces défis.